Robert, Robert Desnos, je suis devant un micro, je parle de toi. Et tu es là, toi aussi. Et même si tu te tais, nous parlons tous les deux comme hier. Il serait idiot d'appeler déjà autrefois. Bien sûr, le temps nous dépasse, nous impasse, nous trépasse. C'est un passe-temps, le trépasse-temps. On riait. Et maintenant, tu es mort. Tu es mort. Mais tu n'es pas mort à la guerre. Tu es mort contre la guerre, la haine, la connerie. Robert, mon ami. Mais l'oiseau bleu, couleur du temps, le temps du rêve, le temps de vérité, te salue et te chante amitié. Nous venons d'entendre le témoignage poignant de Jacques Prévert qui se souvenait de son ami Robert Desnos, mort dans un camp de concentration en 1945 après avoir été arrêté en 1944 pour ses activités de résistant. Je rappelle pour commencer que Robert Desnos a été une figure importante du surréalisme dans les années 1920. Nous voyons ici une photographie du groupe surréaliste en 1924. Nous pouvons reconnaître Robert Desnos, Paul Éluard, Joseph Delteil, Simone Breton, Gala, Max Ernst et André Breton. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais précisons déjà que le nom de Robert Desnos est d'abord associé aux expériences de sommeil hypnotique auxquelles se livrent les futurs surréalistes en 1922. Il fascine alors par sa capacité à entrer dans une sorte de transe poétique. Puis Desnos est un grand expérimentateur du langage, réinventant les mots et les règles syntaxiques, tel un cancre génial qui jouerait avec sa grammaire et son dictionnaire. Rose, c'est la vie, c'est la vie, rose, c'est la vie, rose, c'est la vie, c'est la vie, rose, c'est la vie. Enfin, le Desnos surréaliste est aussi celui de l'amour fou, l'amour sans espoir qu'il porte à la chanteuse Yvonne Georges et qui lui inspire certains de ses plus beaux poèmes, dont le célèbre J'ai tant rêvé de toi. Fier de mon cœur ingénu, en paix j'aurais suivi ma route, si je ne t'avais pas connu, si je ne t'avais pas connu. Nous reparlerons de tout cela au cours de la lecture très minutieuse que je vous proposerai du poème que j'ai choisi. Que j'ai choisi pour sa richesse, bien sûr, mais aussi parce que, de manière tout à fait exemplaire, il est porté par une logique proprement poétique. Une logique qui ne sera donc pas une logique rationnelle, fondée sur des rapports de causalité, reposant sur une succession chronologique et suggérant une continuité narrative, mais une logique privilégiant les rapports visuels et verbaux. Ici, ce seront les jeux des images et des mots qui feront sens. Mais, pour bien comprendre le fonctionnement de ce poème, il me faut tout d'abord insister sur le rapport privilégié que les surréalistes entretiennent avec le cinéma. D'abord, ce fait évident, le cinéma est inventé en 1895 par les frères Lumière. Or, 1895, c'est l'année de naissance de Paul Éluard. André Breton, lui, naît en 1896 et Robert Desnos à peine plus tard, en 1900. Autant dire que les surréalistes sont nés avec le cinéma, qu'ils ont grandi avec lui. De fait, les textes surréalistes ne cessent de célébrer la magie singulière du cinéma. Par exemple, André Breton y revient plusieurs fois dans son Nadja de 1928. Il nous dit sa fascination pour un épisode du film L'étreinte de la pieuvre, un film durant lequel un Chinois, qui avait trouvé je ne sais quel moyen de se multiplier, envahissait New York à lui seul, à quelques millions d'exemplaires de lui seul.
Ailleurs, il doit confesser son faible pour les films français les plus complètement idiots. Il dit le confesser, mais en réalité il s'en vante. Car le cinéma est autant valorisé par les surréalistes parce qu'il leur permet d'échapper aux canons institués, à la culture respectable, aux hiérarchies esthétiques bien établies. Le cinéma dans les années 1920 est un art populaire et un art nouveau. De même, Robert Desnos est particulièrement attaché au cinéma. Il y reviendra toute sa vie, que ce soit dans le cadre de critiques de films, d'écriture de scénarii, et même dans son écriture poétique. Nous y reviendrons. Je signale en passant ce volume passionnant édité par Marie-Claire Dumas, Les rayons et les ombres, qui regroupe l'ensemble des textes de Robert Desnos sur le cinéma. Je citerai seulement ces quelques extraits. Tout d'abord, ces lignes parues dans un article de 1923. Le metteur en scène, l'auteur du scénario n'ont pas seulement à leur disposition la troupe des acteurs, ils ont la foule des spectateurs sur laquelle ils peuvent tenter de sensationnelles expériences et qu'ils peuvent précipiter dans des aventures sans précédent. Ce jour-là, le cinéma sera devenu créateur d'énergie et comme tel, le plus magnifique instrument qu'aient inventé les hommes. Ou encore, dans un article de 1927, et comment ne pas identifier les ténèbres du cinéma aux ténèbres nocturnes, les films aux rêves. Oui, c'est que le cinéma est comme un parfait redoublement de ces rêves qui illuminent nos nuits. Même surgissement d'images imprévisibles dans l'obscurité, et l'on sait bien l'attachement des surréalistes à la magie du rêve. Enfin, je cite ce court extrait d'un scénario écrit en 1925, intitulé Minuit à 14 heures. 34. Les amants se regardent en silence. 35. Des ronds dans l'eau. 36. Le bouton rond de la porte tourne lentement. La porte s'ouvre. Les deux amants la regardent s'ouvrir. Personne n'entre. 37. Par la porte, on voit la route sur laquelle passe un petit garçon jouant au cerceau. Une carriole avec de grandes roues au premier plan. 38. Des ronds dans l'eau. Ce que montrent ici ces métamorphoses du cercle, rond dans l'eau, bouton de porte, cerceau, c'est que Desnos s'est fasciné par les possibilités de transformation offertes par le cinéma, par les enchaînements obéissant à une pure logique visuelle, indépendamment de toute logique rationnelle. Et c'est bien cela que nous allons retrouver dans le poème que je vais vous présenter. Mais un mot encore. Cet univers de métamorphose continuelle, de passage constant d'un objet à l'autre, autorisé dès lors qu'une même forme les rapproche, c'est très précisément, dans les années 1920-1930, le propre du cartoon, du dessin animé. Plus tard, dans son ouvrage Le surréalisme au cinéma de 1953, Ado Kirou célébrera ces dessins animés qui sont, je cite, de la peinture moderne animée. Il ajoute que le dessin animé a découvert son monde, dont il a fouillé la complexité et nous a dévoilé toute une partie de notre vie que nous ne soupçonnions pas. En effet, ces quelques images d'un dessin animé de 1929 de Félix the Cat suffiront à nous montrer ce jeu constant où les objets se réinventent librement.
J'insiste, car c'est très exactement à ce jeu-là que Robert Desnos nous invite à travers le poème que nous allons lire ensemble. Ce poème ouvre une plaquette de 1926 au titre déconcertant. C'est les bottes de cette lieu, cette phrase Je me vois. Intéressons-nous tout d'abord à ce titre et à cette évocation des bottes de cette lieu. Ces bottes, on s'en souvient, volées par le petit Pousset. Ces bottes de cette lieu, ces bottes magiques qui permettent de franchir de grandes distances, sont ici identifiées à une phrase. Et dans le fond, cela n'est pas si étonnant si l'on considère la foi que les surréalistes mettent dans les mots, le pouvoir qu'ils donnent à la parole poétique dans sa capacité à transformer le monde et à changer la vie. Oui, mais quelle phrase? Je me vois. Nous reviendrons sur le sens qu'on peut donner à cette phrase, mais nous pouvons déjà rappeler que Robert Desnos a pu se voir, non seulement grâce à un miroir, bien sûr, mais surtout grâce à l'objectif de Man Ray, le grand photographe surréaliste. On voit ici le célèbre portrait de Robert Desnos par Man Ray en 1923, et sur cette photographie, on le voit face à la caméra du photographe. La caméra, parce que, bien sûr, il va encore être question de cinéma. En effet, en 1928, Man Ray décide de réaliser un court-métrage expérimental d'après un poème de Robert Desnos, L'étoile de mer. Je ne peux que vous renvoyer à ce film très étonnant qui mêle des images oniriques et des vers du poète. Mais il me faut vous montrer ces quelques secondes vers la fin du film. L'image est délibérément floue et ne permet pas d'identifier les acteurs. Oui, mais nous savons que le deuxième homme qui vient d'entrer par la droite dans le cadre de l'image était Robert Desnos, qui ainsi fait une apparition dans le film de Man Ray. De sorte que le cinéma a aussi été pour lui une manière de se voir. Mais revenons à cette plaquette, dont nous continuerons à interroger le titre étrange un peu plus tard. Remarquons que le caractère visuel de ces poèmes est comme annoncé par la collaboration avec le grand peintre André Masson, qui accompagne les poèmes de ces images dont on remarque le caractère à la fois onirique et érotique. Nous voyons à présent comment ces eaux-fortes de Masson dialoguent avec les poèmes de Desnos. Nous reviendrons plus tard sur la tonalité générale de ces poèmes et à la pensée obsédante qui les traverse, mais pour le moment, il est temps d'en venir au poème que nous allons interroger ensemble. Un poème qui, justement, ouvre cette plaquette et en oriente donc le sens. Destinée arbitraire à Georges Malkin. Voici venir le temps des croisades. Par la fenêtre fermée, les oiseaux s'obstinent à parler comme les poissons d'aquarium. À la devanture d'une boutique, une jolie femme sourit. Bonheur, tu n'es que cire à cacheter, et je passe, tel un feu follet. Un grand nombre de gardiens poursuivent un inoffensif papillon échappé de l'asile.
Il devient sous mes mains pantalon de dentelle et ta chair d'aigle. Ô mon rêve, quand je vous caresse. Demain, on enterrera gratuitement, on ne s'enrhumera plus, on parlera le langage des fleurs, on s'éclairera de lumières inconnues à ce jour. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je sens que mon commencement est proche, pareil au blé de juin. Gendarmes, passez-moi les menottes. Les statues se détournent sans obéir. Sous leur socle, j'inscrirai des injures et le nom de mon pire ennemi. Là-bas, dans l'océan, entre deux eaux, un beau corps de femme fait reculer les requins. Ils montent à la surface se mirer dans l'air et n'osent pas mordre au sein délicieux. Voilà donc pour ce poème très déroutant, en vers libre, qui ne nous donne même pas le confort du vers traditionnel, et qui nous livre à un afflux apparemment désordonné d'images très variées. Les oiseaux Tel un feu follet, les poissons d'aquarium de dentelle. et ta chair d'aigle, Lumières inconnues à ce langage, passez-moi les menottes. là-bas dans l'océan, un beau corps de femme, les requins, Saint délicieux. Il pourrait être tentant de reconnaître là une application de la méthode de l'écriture automatique, telle qu'André Breton vient alors de la théoriser dans son Manifeste du surréalisme de 1924. Écrivez vite, sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté de vous relire. Mais peut-être nous faut-il dépasser cette première impression d'absurdité pour tenter de reconnaître, malgré tout, une certaine logique. Une logique, je le suggérais pour commencer, qui serait une logique strictement poétique, soit une logique verbale et surtout visuelle. Une logique, osons le dire, de cartoon. Apprendre à lire un poème de ce type, ce serait donc en un sens apprendre à y voir le dessin animé dont il reprend la logique propre, le dessin animé qu'il s'efforce de nous faire voir. Pour cela, il est évidemment indispensable de lire avec la plus grande attention chacun des mots du poème, en commençant par ce titre, Destinée arbitraire. Je vous propose de l'illustrer avec cette image extraite d'un film américain qui ravissait les surréalistes, Peter Ibbetson. En l'occurrence, l'image d'un prisonnier. Pourquoi donner à voir pour commencer un emprisonnement? Eh bien, parce que le titre dit la privation de liberté de manière presque redondante. La destinée nous enferme dans le récit d'une vie déjà écrite, tandis que l'arbitraire nous soumet à une décision autoritaire et injustifiée. Destinée arbitraire, il y a là quelque chose qui tient presque du pléonasme. Et l'on pourrait rapprocher l'expression d'un poème plus ancien de Desnos, dans lequel il jouait à redoubler le sens de chaque mot. Nous voyons ici le manuscrit de 1923 et nous allons maintenant en lire le texte. Vent nocturne. Sur la mer maritime se perdent les perdus. Les morts meurent en chassant des chasseurs, dansent en rond une ronde. Dieu divin, hommes humains. De mes doigts digitaux je déchire une cervelle cérébrale. Quelle angoissante angoisse! Mais les maîtresses maîtrisées ont des cheveux chevelus. Cieux céleste, terre terrestre. Mais où est la terre céleste? Mais ici, le fait que l'effet de redondance porte sur une expression exprimant la privation de liberté fait particulièrement sens. Car Desnos, s'il fallait le caractériser simplement, par-delà ses réinventions, ses ruptures, ses métamorphoses, Desnos, ce serait d'abord cela, un combattant de la liberté. Du jeune révolutionnaire de la période surréaliste au résistant sous l'occupation nazie,
Desnos n'aura cessé d'incarner cette lutte libératrice. Un an après le poème Destinée arbitraire, il publiera d'ailleurs un récit au titre révélateur, La liberté ou l'amour, jeu évident avec le cri révolutionnaire, La liberté ou la mort. Et comme nous le verrons, ce pourrait être un sous-titre pertinent pour le poème que nous sommes en train de lire, que ce La liberté ou la mort. Mais avant cela, il nous faut nous attarder sur la dédicace du poème. Ce n'est pas là un détail. Plusieurs poèmes de cette plaquette sont dédiés à des amis de Desnos, et à chaque fois, on peut considérer que la dédicace est un élément à part entière du poème. La dédicace n'est donc pas un détail. Or, le premier poème de cet ensemble est dédié à Georges Malkin. Cet ami de Robert Desnos est connu pour sa participation au groupe surréaliste. Nous le voyons d'ailleurs photographié ici par Man Ray. Cette autre photographie est pour nous particulièrement intéressante puisqu'elle est, précisément, dédicacée à Robert Desnos. De ce point de vue, elle est comme un pendant du poème. Enfin, sur cette photographie de groupe, on reconnaît à la fois Robert Desnos au centre de l'image et Georges Malkin en haut à gauche. Puis, Georges Malkin n'était pas seulement un ami de Robert Desnos, c'était aussi un peintre, de sorte que cette dédicace souligne davantage encore la dimension visuelle du poème. Nous voyons ici ces sirènes de 1925 qui nous montrent qu'il partageait avec Desnos un certain imaginaire maritime, de même qu'un attachement à la silhouette de l'hippocampe que Desnos ira jusqu'à se faire tatouer sur le corps. Puis on ne saurait parler de Georges Malkin sans évoquer le très beau portrait qu'il fait de Robert Desnos en 1926, l'année même du poème Destinée arbitraire. On voit donc que l'alliance est très profonde entre le peintre et le poète, au-delà de cette seule dédicace. Nous pouvons à présent lire le premier vers du poème. Voici venir le temps des croisades. Ce vers peut tout d'abord nous surprendre par sa grandiloquence, son souffle épique, son imaginaire guerrier qui n'est pas vraiment en accord avec le reste du poème. Pourtant, ce vers constitue pour nous comme une porte par laquelle nous allons entrer dans le texte et nous devons donc interroger les règles du jeu qui nous sont implicitement données. Pour commencer, remarquons que ce vers nous confronte d'emblée à une double temporalité. Il y a d'une part ce premier mot, voici, qui correspond au temps de l'énonciation, le présent depuis lequel une voix se fait entendre. Mais, d'autre part, il y a ce temps à venir, le temps des croisades, un temps dont on pressent l'imminence, un avenir dont on annonce la réalisation prochaine, un futur proche. Or, nous verrons que l'ensemble du poème est comme écartelé entre ces deux temporalités qui correspondent aussi à deux espaces, un ici et maintenant, mais aussi un ailleurs et demain. Cet avenir qui est annoncé avec une certaine emphase serait celui des croisades. Nous en voyons ici une représentation avec la toile d'Émile Signol de 1847, La prise de Jérusalem en 1099. La référence aux croisades surprend, surtout si l'on considère la violente contestation du christianisme et de son histoire propre aux surréalistes. On pense par exemple à la couverture d'un numéro de la revue La Révolution surréaliste qui, en 1925, annonçait la fin de l'ère chrétienne. Reste que, si l'on met entre parenthèses la dimension religieuse des croisades, aussi importante soit-elle par ailleurs, ces événements historiques évoquent un combat libérateur. À cet égard, les croisades, dans la mesure où elles se justifiaient par une entreprise de libération, répondent en effet
à la situation d'emprisonnement que le titre destiné arbitraire affirmait, nous l'avons vu, avec une certaine redondance. En ce sens, mener une croisade, ce serait se libérer, se dégager d'une situation d'enfermement arbitraire. Ajoutons tout de même, ce qui ne saurait être un détail, que les croisades visaient, plus précisément, à libérer un tombeau, le Saint-Sépulcre, comme le représente cette illustration médiévale. Pourquoi un tombeau? Et quel rapport avec la suite du poème? Eh bien, voilà un élément d'une énigme que nous pose le poème et qu'il nous faudra résoudre au cours de notre lecture. Dernier élément qui pourrait nous étonner, cette référence à l'histoire de France dans un poème dont j'annonçais l'humour proche du cartoon, et donc la fantaisie toute enfantine. Mais l'imaginaire des croisades n'est alors, dans les années 1920, nullement incompatible avec les rêveries enfantines. En effet, les enfants sont alors nourris par toute une imagerie relative à l'histoire de France, ou plutôt à une certaine histoire de France susceptible d'alimenter la ferveur patriotique et les vertus morales de la jeunesse. Là où aujourd'hui les stratégies publicitaires visant les plus jeunes empruntent au manga ou à l'univers sportif, dans les années 1900, pendant l'enfance de Robert Desnos, c'est plutôt cette histoire de France dont s'inspire la publicité. Il n'est qu'à regarder cette publicité pour le chocolat Poulain du début du XXe siècle, consacrée à cet épisode édifiant de l'histoire de Louis IX, ou bien à ces images publicitaires de l'extrait de viande Liebig, la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon lors de la première croisade, ou bien cette préparation de la quatrième croisade par le doge de Venise. Les croisades font donc alors partie d'un imaginaire populaire et pas seulement scolaire. Et puis il y a ces croix sur les boucliers des croisés, des croix qui ne sont pas sans annoncer, visuellement autant que verbalement, les croisées des fenêtres, précisément des fenêtres fermées du vers suivant. On voit ici un dessin de Georges Malkin qui joue avec différentes déclinaisons du motif de la croix. L'épée, l'encre, l'oiseau aux ailes déployées, et puis précisément le crucifix redoublé par la croisée de la fenêtre. De fait, la succession des vers nous fait directement passer de l'imaginaire du croisé à l'image de la croisée de la fenêtre avec le vers suivant. Par la fenêtre fermée, les oiseaux s'obstinent à parler. Relevons tout d'abord les caractéristiques formelles de ce vers. Sa longueur. Par la fenêtre fermée, les oiseaux s'obstinent à parler. 16 syllabes. La rime intérieure. Fermé, parler. Les allitérations. Fenêtre fermée. Son caractère circulaire. Par là, parler. Tout cela correspond bien à un certain ressassement, à la vanité d'une parole qui s'obstine alors qu'on ne peut l'entendre. Je dis qu'on ne peut l'entendre puisque les oiseaux sont derrière une fenêtre fermée, qui étouffe donc les sons. Et puis, si l'on s'obstine, c'est bien que l'on ne parvient pas à se faire entendre. Cette image associe donc l'idée d'un enfermement, la fenêtre est fermée, avec celle d'une parole confisquée, disons censurée. Une parole censurée. Remarquons en passant que Robert Desnos ne tardera pas à connaître très concrètement une telle censure, puisque l'année suivante, en 1927, son récit La liberté ou l'amour sera effectivement censuré pour son caractère soi-disant pornographique. L'image des oiseaux censurés est d'autant plus forte, j'allais dire parlante, que l'oiseau est le symbole même de la liberté.
On pense au vers de Mallarmé dans Brise marine. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Ou, pour ne pas nous éloigner de l'univers surréaliste, aux oiseaux d'étoiles de Magritte. En extrapolant légèrement, on pourra même préciser, si ces oiseaux sont vus par un passant, comme la suite tend à le suggérer, qu'il s'agit alors probablement d'oiseaux en cage, une cage placée derrière une fenêtre fermée. Soulignons que le verbe, comme ceux des 12 premiers vers, est conjugué au présent. Il correspond donc à cet ici et maintenant qui s'oppose au futur des croisades, un ici et maintenant que nous pouvons donc déjà caractériser par cette absence de liberté annoncée par le titre et par une censure. Oui, mais pourquoi les oiseaux sont-ils ensuite comparés à des poissons dans un aquarium? Pour comprendre ce vers, comme les poissons d'aquarium, il convient d'abord de se souvenir que ce poème est régi par la logique d'un rêve, ou d'un cartoon, où les objets et les êtres peuvent changer de forme à tout moment, exactement comme dans ce dessin animé de Félix the Cat dont nous avons vu quelques images. Ici, ce sont les oiseaux qui deviennent poissons, renversant pour ainsi dire la théorie de l'évolution. Puis, cette métamorphose est doublement justifiée. D'une part, les poissons sont évidemment muets. En cela, ils succèdent naturellement aux oiseaux que nous ne pouvions pas entendre. La parole des uns et des autres est également dérisoire, les uns et les autres sont également condamnés au silence, à une existence pour ainsi dire bâillonnée. D'autre part, un même verre, une même paroi vitrée les rapproche. Le verre de la fenêtre fermée pour les uns, le verre de l'aquarium pour les autres. Dans les deux cas, le verre translucide peut donner une illusion d'ouverture, mais entrave toute velléité d'échapper, fait obstacle à toute tentative d'affirmer une fuite libératrice. The man's mad. Absolutely mad, I tell you. He ought to be locked up and put away. D'ailleurs, c'est ce même verre trompeur, cette paroi vitrée autorisant le regard mais condamnant le geste ou la parole, qui revient dans la suite du poème, cette fois avec le verre de la devanture d'une boutique. À la devanture d'une boutique, une jolie femme sourit. On voit que ce mouvement de métamorphose en trois actes se joue sur deux plans parallèles. Les oiseaux deviennent des poissons, qui deviennent à leur tour une jolie femme, tandis que la fenêtre se transforme en aquarium, puis en vitrine. Mais qui est donc cette femme, et comment expliquer son surgissement dans le poème? Si, en un sens, cette présence féminine séduisante ne saurait surprendre dans un texte surréaliste, tant le mouvement d'André Breton aura célébré l'amour fou, dans la logique du poème, on peut plutôt penser à une forme trompeuse. Car comment expliquer la présence d'une jolie femme souriant aux passants depuis la devanture d'une boutique, sinon en pensant à ces leurres qui se multiplient au début du XXe siècle dans les vitrines des magasins? Nous voyons à présent quelques-unes de ces jolies femmes photographiées au début des années 1930. Des mannequins de cire, bien sûr, présentant les dernières tendances de la mode. Des femmes qui, certes, peuvent nous présenter un sourire enjôleur, mais qui sont, tout autant que les oiseaux derrière la fenêtre ou les poissons dans l'aquarium, condamnés au silence. Ces sourires sont donc illusoires et ne sauraient tenir leurs promesses, à l'image de ces fenêtres ne présentant qu'une image d'un ciel inaccessible ou des aquariums
n'offrant qu'un ersatz d'océan. Je dois ici rappeler que la figure du mannequin a particulièrement fasciné les surréalistes. Les mannequins sont après tout comme les statues du monde moderne. On citera ainsi la phrase du poète René Crevel en 1934. Sur le globe de l'œil, la grande mannequin glisse en robe de voie lactée. On pense aussi au célèbre mannequin de Quirico, et plus encore à cette photographie de Man Ray en 1937, sur laquelle, pour renverser les rôles, c'est une vraie femme qui joue le rôle d'un mannequin de cire. Et puis on rappellera l'exposition internationale du surréalisme, organisée à Paris l'année suivante, en 1938. Nous voyons ici le carton d'invitation pour cette manifestation, car parmi les œuvres exposées figuraient des mannequins habillés pour l'occasion par plusieurs artistes surréalistes. Nous en voyons ici quelques exemples grâce aux photographies de Man Ray. C'est donc une fascination toute surréaliste qui traverse le poème de Desnos, mais chargée d'une inquiétude qui lui est propre. J'ai insisté sur le fait qu'il s'agissait, dans la logique du poème, de mannequins de cire. Oui, car c'est ce qui permet de comprendre la transition avec le vers suivant, autre cire et même aliénation. Bonheur, tu n'es que cire à cacheter. La transition est en fait multiple, car outre le fait que nous soyons passés du mannequin de cire à la cire à cacheter, le poème nous invite à jouer avec le terme cacheter. Dans cacheter, nous entendons en effet acheter, idée déjà suggérée par la boutique du vers précédent. Puis, dans cacheter, nous entendons cachot. De fait, la cire à cacheter a pour fonction de refermer une lettre, de la sceller, d'en empêcher la libre ouverture et la libre lecture. En ce sens, cette cire fait partie de ce réseau d'images renvoyant à une situation d'enfermement et de censure, de destinée arbitraire. Mais alors, pourquoi identifier cette cire au bonheur? Le bonheur n'est-il pas souhaitable, n'est-il pas désirable dans la perspective révolutionnaire qui est celle de Robert Desnos, depuis que Saint-Just a déclaré, dans une formule célèbre, que le bonheur était une idée neuve en Europe? Eh bien, pas n'importe quel bonheur. Si nous pensons de nouveau à la boutique du vers précédent, nous comprenons que ce bonheur qui ne serait que cire à cacheter renvoie à un certain bonheur, le bonheur promis par ce dispositif publicitaire que constitue le mannequin dans la vitrine. Un bonheur associé à la consommation. Nous voyons ici une publicité très révélatrice de ces mêmes années 1920, qui nous fait précisément une promesse de bonheur. Je cite quelques-unes des expressions de cette annonce parue dans la presse. Pour faire votre bonheur, voici des gens heureux. Ils ont choisi la voiture de leurs rêves. En fait, quand Robert Desnos écrit ce poème, c'est déjà toute une société de consommation qui se met en place, même si elle prendra toute son ampleur dans les années 1960. On comprend donc la défiance de ce jeune révolutionnaire à l'égard de ce chantage au bonheur propre à un monde mercantile.
Est-ce que ce n'est pas le bonheur? Tout de même, tu m'avoueras que tout cela est bien triste. Mais mon cher, le bonheur n'est pas gai. Dernière chose, cette apostrophe a fait intervenir une deuxième personne dans un poème qui, jusqu'ici, reposait sur un regard apparemment objectif sur le monde. Je veux dire que cette deuxième personne suppose naturellement une première personne, qui, en effet, s'affirme pour la première fois au vers suivant. Et je passe tel un feu follet. Le verbe confirme notre hypothèse selon laquelle le point de vue est celui d'un passant qui voit successivement des oiseaux en cage derrière une fenêtre fermée et un mannequin dans une vitrine, un passant qui ressent alors un sentiment d'enfermement et de censure qu'il conjure par ce mouvement, par cette fuite. Je passe. En ce sens, il répond aux images menaçantes de claustration par l'affirmation d'un dynamisme. Il refuse de se fixer, de se laisser emprisonner dans un appartement ou dans une vie de consommateur. Il ne fait, comme on dit, que passer. Remarquons que rien d'autre que ce mouvement ne permet de caractériser ce sujet. Nous ne pouvons donc pas enfermer le «je» dans quelques définitions, nous ne pouvons pas le figer dans une caractérisation. Puis, d'une certaine manière, ce mouvement de passage désigne tout l'enjeu du poème. Rappelons-nous que nous étions d'emblée confrontés à une double temporalité. D'une part, un présent, caractérisé par l'enfermement, la censure, l'érotisme dérisoire du mannequin. D'autre part, un futur proche, celui de la libération, le temps des croisades. De sorte que la question que nous pose le poème est bien celle d'un passage. Comment passer de l'aliénation de l'ici et maintenant à la délivrance à venir? Le poème nous livrera progressivement sa réponse. Pour le moment, arrêtons-nous sur la comparaison surprenante, tel un feu follet. Le sujet, que rien ne caractérise précisément, se compare du moins à un feu follet. Le dynamisme des mots renforce celui de l'image avec les allitérations feu follet, tel follet, et l'assonance tel follet. Surtout, le feu follet est l'image même de ce que l'on ne peut fixer. Ce phénomène de combustion spontanée est toujours surprenant. D'ailleurs, dans certains folklores, le feu follet est identifié à un esprit malin, à un lutin maléfique. Nous voyons ici l'héroïne du film d'animation Rebelle tentant de s'approcher d'un feu follet personnifié. Bien sûr, on peut aussi penser au roman que publiera Drieux-La Rochelle en 1931, Le Feu follet, inspiré par la vie et le suicide de Jacques Rigaud, un poète proche des surréalistes. Vivre en feu follet, c'est donc une manière de brûler la vie par les deux bouts, selon l'expression familière, et donc de refuser l'aliénation d'une vie bourgeoise. Qu'on ne me dérange pas jusqu'à midi. J'aurais tant voulu être aimé qu'il me semble que j'aime. Mais il y a encore autre chose. Le feu follet est une manifestation qui se produit surtout dans les cimetières, du fait des gaz libérés par la décomposition des corps. Il est donc associé à un certain imaginaire de la mort, et en ce sens s'inscrit dans un autre réseau d'images qui traverse le poème. Rappelons-nous que les croisades visaient à libérer un tombeau. Et dans les vers suivants, d'autres images s'inscriront dans ce réseau qu'il nous faudra donc intégrer à notre lecture du poème.
Pour le moment, remarquons que ce feu follet assure doublement la transition avec le vers suivant. Son dynamisme annonce le vol du papillon, nouvelle métamorphose, et le mot follet fait entendre une folie qui prépare l'évocation de l'asile. Un grand nombre de gardiens poursuivent un inoffensif papillon échappé de l'asile. Le sujet qui s'identifiait au feu follet semble s'être à présent métamorphosé en papillon. Or, le papillon est bien le symbole même de la métamorphose. On pense au vers d'Apollinaire dans son bestiaire de 1911. Pauvre poète, travaillons. La chenille, en peinant sans cesse, devient le riche papillon. Mais pour rester dans l'esprit cartoonesque de notre poème, on pourra aussi projeter ces images d'un court-métrage de Walt Disney de 1930, Summer. Oui, c'est bien une métamorphose que suppose, surgi de son cocon, le libre vol du papillon. Je dis libre vol, mais cette liberté est ici menacée par une force répressive qui se manifeste de manière disproportionnée. Les gardiens sont en effet en grand nombre alors qu'il s'agit d'arrêter un unique papillon. Pour appuyer encore le caractère ridiculement déséquilibré du rapport de force, le poème précise, de manière bien inutile, que le papillon est inoffensif, comme si un papillon pouvait jamais être offensif. J'ouvre ici une nouvelle parenthèse. Cette image d'une représentation fondamentalement déséquilibrée avec les forces de l'ordre n'est pas sans évoquer l'une des images les plus frappantes de l'histoire du cinéma. Je pense au grand Buster Keaton, l'une des figures du cinéma célébrées précisément par les surréalistes. Nous voyons ici une photographie de Buster Keaton justement publiée dans le tout premier numéro de la revue La Révolution surréaliste en 1924. Puis, c'est à propos d'un film de Keaton que Robert Desnos écrit, en 1925, qu'il est remarquable que le film comique tende de plus en plus à devenir uniquement poétique. Ce pouvoir de suggestion poétique du cinéma de Keaton est ainsi évidente dans son court-métrage de 1922, Cops. Keaton y joue le rôle d'un déménageur qui se retrouve, malgré lui, au cœur d'un défilé de la police locale. Par distraction, se retrouvant avec une bombe allumée dans les mains, ils seront coupables d'une apparente tentative d'attentat terroriste contre les policiers. Ce qui entraîne naturellement l'une de ces poursuites caractéristiques des films burlesques américains des années 1920, mais qui prend ici une dimension proprement délirante. Ce sont des centaines de policiers qui courent après l'inoffensif personnage interprété par Buster Keaton. Image finalement moins loufoque que profondément angoissante, cauchemardesque ou même kafkaïenne. Il ne s'agit pas ici de relever une quelconque influence de ce film sur le poème de Desnos, même si ce n'est pas forcément exclu, mais plutôt de mettre en évidence une certaine sensibilité de l'époque. Après tout, c'est en 1922, l'année même de ce film, que Kafka commence à écrire Le Château. À la fin du film de Keaton, il parvient, assez ironiquement, à enfermer les policiers dans leur propre commissariat. Pour autant, le film ne se conclura pas sur le happy end de rigueur.
Rejeté par la femme qu'il courtise, il décide finalement de rouvrir les portes et de se rendre aux policiers. Acte d'une certaine manière suicidaire que nous retrouverons plus loin dans notre lecture. Je reviens au poème de Desnos. Cette image de la course de l'innocent traqué par des centaines de policiers est une parfaite illustration de ce vol de l'inoffensif papillon poursuivi par un grand nombre de gardiens. Mais je n'ai rien dit encore d'une précision qui, dans ce contexte, ne saurait être un détail. Le papillon est échappé de l'asile. Or, le rapport des surréalistes avec la folie est essentiel. Il est même originel. Si l'on se souvient qu'André Breton, avant de devenir dadaïste puis surréaliste, avait commencé des études de médecine et pendant la guerre avait travaillé dans les services psychiatriques de plusieurs hôpitaux militaires. Puis, dans son manifeste du surréalisme de 1924, il écrit cette phrase importante. Ce n'est pas la crainte de la folie qui nous forcera à laisser en berne le drapeau de l'imagination. C'est que les surréalistes sont bien conscients de jouer un jeu dangereux avec la folie. Desnos lui-même, lors des expériences de sommeil hypnotique du début des années 1920, effraie André Breton par une si radicale expérience des limites. Ce qui n'empêche pas les surréalistes d'être fascinés par les créations artistiques de ceux que l'on considère comme des malades mentaux. Et puis on pense, bien sûr, au destin de Nadja, rencontrée par André Breton en 1926 et à laquelle il consacrera l'un de ses ouvrages les plus importants en 1928. Si le comportement irrationnel de la jeune femme émerveille tout d'abord Breton, il se révèle bien peu compatible avec les exigences de la vie en société. À la fin de l'ouvrage, nous apprenons en effet que Nadja a été enfermée. On est venu, il y a quelques mois, m'apprendre que Nadja était folle. À la suite d'excentricités auxquelles elle s'était, paraît-il, livrée dans les couloirs de son hôtel, elle avait dû être internée à l'asile. Suit un terrible réquisitoire contre l'institution psychiatrique. Il ne faut jamais avoir pénétré dans un asile pour ne pas savoir qu'on y fait les fous, tout comme dans les maisons de correction, on fait les bandits. Écrit Breton, non sans annoncer certaines analyses de Michel Foucault dans son Histoire de la folie. Enfin, dans un passage d'une extrême violence, Breton fait le procès de l'arbitraire. Mais, selon moi, tous les internements sont arbitraires. Je continue à ne pas voir pourquoi on priverait un être humain de liberté. Ils ont enfermé Sade, ils ont enfermé Nietzsche, ils ont enfermé Baudelaire. Le procédé qui consiste à venir vous surprendre la nuit, à vous passer la camisole de force, ou de toute autre manière à vous maîtriser, vaut celui de la police, qui consiste à vous glisser un revolver dans la poche. Je sais que si j'étais fou, et depuis quelques jours interné, je profiterais d'une rémission que me laisserait mon délire pour assassiner avec froideur un de ceux, le médecin de préférence, qui me tomberait sous la main. D'ailleurs, c'est une même condamnation sans appel qui était exprimée en 1925 dans le troisième numéro de la Révolution surréaliste dont nous avons déjà vu la couverture. Robert Desnos y écrivait en effet une lettre au médecin-chef des asiles de fous dans laquelle on pouvait lire notamment l'asile d'aliénés sous le couvert de la science et de la justice est comparable à la caserne, à la prison, au bagne. Nous affirmons qu'un grand nombre de vos pensionnaires, parfaitement fous suivant la définition officielle, sont, eux aussi, arbitrairement internés. Les fous sont les victimes individuelles par excellence de la dictature sociale. Au nom de cette individualité qui est le propre de l'homme, nous réclamons qu'on libère ces forçats de la sensibilité,
puisqu'aussi bien, il n'est pas au pouvoir des lois d'enfermer tous les hommes qui pensent et agissent. En somme, s'exprime toujours le même refus de l'arbitraire. Et puis, comment ne pas évoquer le grand écrivain surréaliste Antonin Artaud, très longuement interné à partir de 1937 et notamment soumis à un traitement par électrochoc. On citera ces lignes de l'admirable texte qu'il consacre à Van Gogh en 1947. Non, Van Gogh n'était pas fou, mais ses peintures étaient des feux grégeois, des bombes atomiques, dont l'angle de vision, à côté de toutes les autres peintures qui sévissaient à cette époque, eût été capable de déranger gravement le conformisme larvaire de la bourgeoisie Second Empire et des sbires de Thiers, de Gambetta, de Félix Faure, comme ceux de Napoléon III. En face de la lucidité de Van Gogh qui travaille, la psychiatrie n'est plus qu'un réduit de gorilles, eux-mêmes obsédés et persécutés, et qui n'ont, pour pallier les plus épouvantables états de l'angoisse et de la suffocation humaine, qu'une ridicule terminologie, digne produit de leur cerveau taré. C'est dire que cette précision, échappée de l'asile, est très lourde de sens dans le poème de Robert Desnos. Le papillon symbolise ici la liberté créatrice que répriment des forces sociales incarnées par le grand nombre de gardiens. Et c'est donc bien le poète surréaliste qu'il nous faut reconnaître dans cette victime de l'arbitraire du monde présent. Mentionnons en passant ce que l'on appelle aussi des papillons. Je veux dire ces tracts surréalistes présentant des énoncés poétiques ou provocateurs qui étaient comme autant de défis à la censure des gardiens. En tout cas, cet être de la métamorphose qu'est le papillon change une fois encore de forme au vers suivant. Il devient sous mes mains pantalon de dentelle. La transition peut-être soit visuelle, la fragilité des ailes du papillon évoquant la délicatesse de la dentelle, soit verbale. Le mot papillon devient pantalon en gardant ses 3 syllabes, son initiale et la même terminaison. Puis la dentelle donne à entendre les ailes du papillon, tout en faisant résonner le prénom féminin elle. Cette évocation d'un dessous féminin de l'époque constitue un nouveau surgissement érotique dans le poème. Remarquons que l'élan lyrique semble communiquer à ce vers la musicalité et le rythme des poèmes amoureux d'autre temps. Nous reconnaissons le balancement caractéristique de l'alexandrin. Il devient sous mes mains pantalon de dentelle. Mais le rythme change brusquement avec les 4 syllabes du vers suivant. Et ta chair d'aigle. Pourquoi une telle référence? L'aigle constitue bien sûr un symbole de la liberté. En ce sens, il répondrait aux menaces d'enfermement des vers précédents. L'aigle est moins souvent prisonnier d'une fenêtre fermée. Mais alors, pourquoi la chair d'aigle? Pour comprendre l'enjeu de cette expression, il me faut vous proposer une nouvelle digression. L'un des aspects les plus importants de la poésie surréaliste de Robert Desnos concerne sa subversion des structures figées de la langue, son jeu avec les règles verbales qui tentent à nous enfermer dans une représentation figée de la réalité. Dans une perspective révolutionnaire, attaquer le langage, c'est bouleverser l'ordre arrêté du monde. Attaquer le langage ou le cuire pour lui rendre toute sa saveur. En effet, Robert Desnos utilise plusieurs fois l'expression langage cuit. Il désigne par là un ensemble de ses jeux verbaux et intitule ainsi 2 de ses poèmes.
Nous voyons ici le manuscrit du premier de ses poèmes, Langage cuit 1, et nous allons en lire le texte déroutant. Langage cuit 1. Ce vieillard, encore violet ou orangé ou rose, porte un pantalon en trompe d'éléphant. Mon amour, jette-moi ce regard chaud où se lisent de blancs dessins. Portrait au rallongé de nos âmes, parlerons-nous à cœur fermé et ce cœur sur le pied? Ou jouerons-nous toute la nuit à la main froide? On comprend que le poème est entièrement constitué d'une succession de locutions figées dont Robert Desnos a altéré l'un des termes afin d'en revivifier le sens. Tout d'abord, le titre, le langage cru, devient le langage cuit, expression nouvelle qui prend un sens particulier. Le langage est à la fois cuisiné, rendu plus délectable, et attaqué dans ses formes fixes. Ce qui donne la règle du jeu pour l'ensemble du poème, puisque ensuite, le vieillard encore vert devient encore violet ou orangé ou rose, le pantalon en patte d'éléphant devient en trompe d'éléphant, le regard froid devient regard chaud, les noirs dessins deviennent blancs dessins, la figure en raccourci de nos corps devient le portrait au rallongé de nos âmes, le cœur ouvert devient cœur fermé, le cœur sur la main devient cœur sur le pied, et enfin, le jeu de la main chaude se transforme en main froide. Or, si nous appliquons cette règle du jeu à l'expression du poème sur laquelle nous nous étions arrêtés, et ta chair d'aigle, nous pouvons reconnaître une autre expression figée, la chair de poule. Chair de poule qui devient donc chair d'aigle. L'expression nouvelle est donc une manière plaisante de refuser d'appeler la femme désirée une poule, selon le terme argotique qui en ferait, au sens littéral, un oiseau domestique, un oiseau prisonnier de son poulailler. Si cette femme tient de l'aigle plus que de la poule, alors elle répond au rêve de liberté du poète. J'ai dit au rêve, et précisément c'est ce que confirme le vers suivant. Ô mon rêve, quand je vous caresse. La mention d'un rêve ne saurait surprendre dans le cadre d'un poème surréaliste, tant le mouvement aura célébré la magie onirique et reconnu dans l'homme un rêveur définitif, selon une expression fameuse du manifeste du surréalisme. Puis, j'y faisais allusion pour commencer, Robert Desnos est évidemment le poète de J'ai tant rêvé de toi, un poème de la même époque où le rêve est la seule manière de vivre un amour qui ne saurait s'accomplir dans la réalité. Ici, malgré le point d'exclamation qui dit l'intensité du désir, le rêve, confondu avec l'apparition féminine, me semble plutôt en signaler le caractère dérisoire et ce qui tient encore du leurre après le mannequin dans la vitrine. Finalement, seules des illusions s'offrent au regard ou à la caresse. Et peut-être pouvons-nous expliquer ainsi l'étrange hésitation entre tutoiement et vouvoiement, puisque nous sommes passés de ta chair d'aigle à je vous caresse. On peut considérer que s'achève ici la première partie du poème consacrée à un présent désespérant qui n'offre que des images d'enfermement, de censure, de frustration ou de bonheur trompeur. De fait, la deuxième partie commence par un brusque changement de tonalité et de temporalité. Demain, on enterrera gratuitement, on ne s'enrhumera plus,
On parlera le langage des fleurs, on s'éclairera de lumières inconnues à ce jour. Les verbes sont désormais conjugués au futur, comme l'annonce ce demain, qui marque une franche rupture dans le mouvement du poème. On voit tout l'enjeu de ces vers si nous revenons à notre tableau. L'ouverture à des lumières inconnues conjure la menace de l'enfermement, le langage des fleurs réplique à la censure, et le bonheur aliénant d'un monde mercantile s'efface au profit d'une promesse de gratuité. La rupture tient également à une tonalité nouvelle qui se fait soudainement prophétique. Après tout, cela ne saurait surprendre de la part de Robert Desnos. André Breton n'avait-il pas déclaré le surréalisme est à l'ordre du jour et Desnos est son prophète. C'est en effet comme une sorte de prophète des temps modernes que Desnos était apparu à l'époque des sommeils hypnotiques. À demi endormi, il semblait alors plongé au plus profond de lui-même pour déclamer ou écrire d'énigmatiques révélations sur lui-même et ses camarades surréalistes qui l'interrogeaient comme on aurait questionné une Pythie moderne. Nous voyons sur ce premier feuillet qu'on demande à Desnos ce que le poète Benjamin Péret fera dans 2 ans. Il répond, poétiquement, la nuit, les réverbères. On lui demande ensuite quand mourra-t-il? Comment? Il répond encore d'ici 15 ans, les roues. On insiste. Comment? Quelles roues? 1000 roues. De quel véhicule? Train. Il précise ensuite à 3 heures. Et à la question sera-ce un accident? Il réplique il n'y a pas, il n'y a jamais d'accident. Et enfin, quand il lui est demandé qu'y a-t-il? Sa réponse est parfaitement surréaliste, le merveilleux. Robert Desnos va même plus loin encore quand, en 1925, il commence à écrire des livres de prophéties que nous pouvons aujourd'hui consulter grâce à la précieuse édition des œuvres de Robert Desnos, éditée par Marie-Claire Dumas dans la collection Quarto. J'ai décidé d'obéir au souffle prophétique, il est venu. Puis, tel un nouveau Nostradamus, il annonce la vie future et la mort de ses camarades du groupe surréaliste. Sur cette page, il annonce Éluard, tu ne verras pas les années 50. En 33, la grande catastrophe sociale. En 38, le salut poétique. Je précise que lorsqu'on tourne les pages de ces livres de prophéties, on doit bien reconnaître qu'elles ne se sont pas réalisées et il est de toute manière difficile de déterminer la part de jeu et de sérieux d'une telle entreprise. Tout de même, dans un passage consacré à Antonin Artaud, je relève cette phrase qui résonne étrangement avec un vers du poème que nous avons déjà commenté. Je passe et c'est fini. Mais nous y reviendrons. Pour le moment, soulignons que, s'il retrouve ce ton prophétique pour les vers du poème Destinée arbitraire, il est évident que le registre est ici clairement parodique. En effet, ces promesses d'un avenir meilleur sont finalement assez dérisoires. Surtout, on reconnaît dans le premier de ces 4 vers une formule qui renvoie clairement au modèle même des fausses promesses. L'expression demain, on rase gratis. On dit que la phrase aurait été utilisée par un barbier qui avait affiché cette promesse à l'entrée de son échoppe. À chaque client qui revenait le lendemain pour profiter de cette offre, il montrait la pancarte qu'il s'était bien gardé de retirer et il lui répondait immuablement que ce serait gratuit
le lendemain, de sorte qu'il n'était jamais obligé de tenir sa promesse, toujours reportée au jour d'après. Nous voyons ici un article assez amusant de 1937 relatif à une grève des ouvriers coiffeurs qui, pour protester contre leur patron, avaient décidé de raser gratuitement et donc, exceptionnellement, de tenir la promesse fameuse, réécrivant pour l'occasion le texte de la pancarte «Aujourd'hui, on rase gratis». L'apparente prophétie de Desnos se dénonce donc d'elle-même. Puis, il ne s'agit pas de raser, mais d'enterrer. Remarquons tout d'abord que cela rend la promesse encore plus dérisoire. De toute manière, nous ne pourrons pas profiter d'une telle gratuité, puisqu'alors nous serons morts. Le vers est donc ironique, mais nous confronte également à une nouvelle allusion à la mort que, décidément, nous devrons intégrer dans notre interprétation du poème. Je reparlerai donc de ces vers ultérieurement. Pour le moment, constatons que la projection dans le lendemain est brusquement interrompue par un vers tautologique, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La platitude du vers s'accorde parfaitement avec la platitude d'un aujourd'hui sans saveur qui nous condamne à un triste redoublement du même. La question d'un passage continue donc de se poser dans le poème, mais un espoir semble s'affirmer avec le vers suivant. Je sens que mon commencement est proche. De nouveau, Desnos reprend la logique de son langage cuit et inverse l'expression attendue. Je sens que ma fin est proche. Mais le jeu est ici particulièrement significatif. Il semble en effet suggérer que la fin pourrait être un commencement. Ce qui, après tout, est le cas pour ce papillon que nous évoquions, puisque son commencement coïncide avec la fin de la chenille. Mais la comparaison du vers suivant introduit une précision essentielle pour notre lecture du poème. Pareil au blé de juin. D'un côté, l'image prolonge l'idée d'une métamorphose. Le blé de juin sera bientôt pris dans le cycle qui le transformera en farine, puis en pain. D'un autre côté, le blé de juin est destiné à être fauché. Or, si nous regardons cette faux du paysan, comment ne pas penser à une autre faux, celle brandie par la représentation traditionnelle de la mort, fauchant les individus comme de simples épis de blé. Cette représentation que nous retrouvons sur diverses gravures au fil des siècles insiste encore à l'époque du poème. Je n'en veux pour preuve que ces images, extraites du grand film de Fritz Lang de 1927, Métropolis. Mais alors, c'est tout le sens du poème qui s'éclaire. Ce passage prometteur vers un avenir meilleur suppose de quitter le monde présent, un monde dont il n'est décidément rien à attendre. De sorte que l'affirmation «je passe» résonne en réalité comme un «je trépasse», comme il l'avait écrit dans son livre de prophétie de 1925, «Je passe et c'est fini». Le vers suivant le confirme. Gendarme, passez-moi les menottes. Oui, c'est bien un acte suicidaire que métaphorise le fait de se rendre aux gendarmes, exactement comme dans le court-métrage de Buster Keaton. Le personnage ouvrait les portes du commissariat pour se constituer prisonnier, geste immédiatement suivi par l'image de sa pierre tombale, surmontée de son chapeau caractéristique. Il faut dire que la question du suicide se pose alors de manière particulièrement aiguë dans le groupe surréaliste.
Le premier numéro de la revue La Révolution surréaliste, en 1924, proposait cette enquête. Le suicide est-il une solution? Précisons que le numéro suivant présentait les résultats de l'enquête. Parmi les réponses, on trouvait notamment ces lignes prophétiques de René Crevel. Une solution? Oui. Un oui annonçant en quelque sorte son suicide en 1935. Nous voyons ici une dédicace de René Crevel à Jacques Rigaud, dont nous évoquions également le suicide. C'est donc comme une réponse légèrement différée et joyeusement moqueuse à cette enquête que peut se lire Destinée arbitraire. Je veux m'en aller. En tout cas, on comprend dans ce contexte que ce poème exprime une certaine tentation suicidaire, ou du moins l'exorcise, par un humour très particulier qu'André Breton théorisera quelques années plus tard. L'humour noir. Cet humour qui permet de supporter nos peurs et nos hantises. Cet humour auquel il consacrera une anthologie en 1940. On pourra peut-être objecter que cet humour noir n'est guère compatible avec la légèreté du cartoon de ces années-là, dont nous retrouvions l'esprit dans les premiers vers du poème. Et pourtant, c'est bien à Walt Disney, mais un Walt Disney très éloigné de la mièvrerie à laquelle il sera bientôt associé, que l'on doit cette danse macabre, une danse révélant une obsession de la mort, bien compréhensible après tout, dans cette période de l'entre-deux-guerres. De même, un cartoon de Dave Fleischer nous invite à rire de la terreur de ce personnage enfermé la nuit dans un cimetière, encerclé par des pierres tombales, dansant autour de lui au son d'un jazz funèbre. Nous en reparlerons pour conclure, mais remarquons déjà que plusieurs textes de Desnos de cette époque, et l'ensemble des poèmes de cette plaquette, c'est les bottes de cette lieu, cette phrase je me vois, témoignent d'une telle hantise de la mort que le poème s'efforce de tenir à distance par l'humour. Je me contente de citer quelques vers dans le désordre. Si j'aime les trains, c'est sans doute parce qu'ils vont plus vite que les enterrements. Nous sommes bien morts avec les hirondelles. Qu'on me donne à boire durant toute la mort. Et dans le futur, on verra les nouveau-nés arriver au monde, escortés de squelettes. Et les titres des poèmes évoquent un faire-part ou l'air homicide. Les promesses prophétiques que nous avons déjà lues apparaissent à présent comme autant de pressentiments d'une mort prochaine. L'allusion à l'enterrement devient évidente, nous n'aurons plus de problèmes de santé dès lors que nous ne serons plus en vie, les lumières inconnues seront celles de l'au-delà, et les fleurs dont nous parlerons le langage, à l'image des étranges fleurs sur des étagères évoquées dans La mort des amants de Baudelaire, seront les fleurs posées sur nos tombes, ou bien, comme le suggère l'expression argotique, celles que nous mangerons par la racine. J'ajoute que le premier chapitre de La liberté ou l'amour, que Desnos publiera l'année suivante, est constitué par sa propre épitaphe.
Robert Desnos, né à Paris le 4 juillet 1900, décédé à Paris le 13 décembre 1924, jour où il écrit ces lignes. Oui, la mort obsède Desnos ces années-là, et se rendre aux gendarmes est bien une manière d'en finir. La liberté ou la mort, ou plutôt la liberté dans la mort. Mais la réaction des gendarmes nous surprend. Les statues se détournent sans obéir. Nouvelle métamorphose des gendarmes en statue du commandeur peut-être. Le vers est évidemment illogique. On comprend que des statues restent immobiles et ne puissent obéir, mais alors, pourquoi se retournent-elles? Nous sommes clairement plongés dans un univers de rêve ou de cauchemar. Cependant, les deux vers suivants rétablissent une certaine logique. Sous leur socle, j'inscrirai des injures et le nom de mon pire ennemi. Je précise que sur l'édition originale, on lit bien sous leur socle et non pas sur leur socle, comme cela figure par erreur sur une réédition ultérieure. Ce n'est pas du tout un détail, car pour écrire sous le socle d'une statue, eh bien, il faut y accéder par en dessous, et donc être déjà sous terre, autant dire enterré. Ces deux vers annoncent donc une improbable vengeance post-mortem, une revanche d'outre-tombe bien peu crédible et qui relève évidemment, une fois encore, de l'humour noir du poète. Après cette annonce bien dérisoire d'une épitaphe injurieuse, le poème se prolonge avec 7 vers qui constituent une rupture très nette dans le poème. C'est que, après l'évocation désespérante d'une vie présente où nous serions condamnés à l'aliénation, le poète nous entraîne dans un au-delà consolateur. Un au-delà, ou plutôt un là-bas. Là-bas, dans l'océan. Que cette promesse pour rire d'une vie paradisiaque après la mort nous confronte non pas à une vision céleste, mais à une vision maritime, ne doit pas nous surprendre de la part de Robert Desnos. Dès l'enfance, ce gamin parisien n'aura cessé de rêver à de lointaines navigations, à des navires en proie, à des mers déchaînées. C'est en tout cas ce qu'il révèle dans un texte important, publié dans le 2e numéro de la Révolution surréaliste, cette même année 1926. Sa propre confession d'un enfant du siècle. Il y révèle comment sa sensibilité, mais aussi sa sexualité, ont été nourries par des images de naufrages et d'océans. Je jouais seul. Mes 6 ans vivaient en rêve. L'imagination nourrie de catastrophes maritimes, je naviguais sur de beaux navires vers des pays ravissants. Les lames du parquet imitaient à s'y méprendre les vagues tumultueuses, et je transformais à mon gré la commode en continent et les chaises en îles désertes. Traversée hasardeuse, tantôt le vengeur s'enfonçait sous mes pieds, tantôt la méduse coulait à fond dans une mer de chêne encaustiquée. Je nageais alors à force de bras vers la plage du tapis. C'est ainsi que j'éprouvai un jour la première émotion sensuelle. Je l'identifiais instinctivement aux affres de la mort, et dès lors, à chaque voyage, je convins de mourir noyé dans un océan vague, où le souvenir des vers d'Océanonox, oh combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux vers des rives lointaines, lu par hasard dans un livre dérobé, se mêlait à l'épuisante volupté. Et toute la poésie de Robert Desnos, au-delà de sa seule période surréaliste, est traversée par des images de naufrages, de sirènes,
d'étoiles de mer aussi, comme nous l'avons vu. Que l'au-delà céleste devienne un là-bas maritime est donc en accord avec un tel imaginaire. Plutôt que de nous envoler vers le ciel, nous descendrons donc dans les profondeurs de l'océan, comme l'indique le vers suivant, entre deux eaux. Avant de reprendre notre plongée sous-marine, remarquons que cette expression pourrait s'entendre métaphoriquement. Le surréalisme visait bien à atteindre un certain entre-deux, une réconciliation entre rêve et réalité, entre inconscient et conscience. Je rappelle la phrase célèbre d'André Breton dans son second manifeste du surréalisme. Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit, d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas cessent d'être perçus contradictoirement. Or, c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point. Mais ici, il s'agit plutôt de préparer le surgissement de l'image du vers suivant. Un beau corps de femme. Si, encore une fois, l'apparition d'un corps féminin désirable ne saurait nous étonner dans le cadre d'un poème surréaliste, tant le mouvement aura donné de l'importance aux représentations érotiques, comment comprendre que ce corps flotte entre deux eaux? Il n'est pas précisé ici qu'il serait question de l'une de ces sirènes qui ont toujours fait rêver Robert Desnos. Mais alors, reste une seule possibilité pour expliquer cette rencontre dans les profondeurs de l'océan. Cette femme est une noyée, ce qui s'accorde parfaitement avec l'idée d'une projection après la mort. La représentation d'une alliance entre la mort et l'érotisme est alors, si l'on peut dire, dans l'air du temps. La psychanalyse a appris à penser ensemble pulsion de vie et pulsion de mort. Et le philosophe Georges Bataille, proche de Robert Desnos, ne cesse de revenir à ce lien entre mort et sexualité. Il le théorisera plus tard dans un livre célèbre, L'érotisme, en 1957. Au début de cet ouvrage, il définit l'érotisme comme l'approbation de la vie jusque dans la mort. On pense aussi à cette toile de Magritte qui réunit de manière saisissante Eros et Thanatos. L'image est d'ailleurs reprise en couverture d'un bulletin international du surréalisme la même année. Enfin, on a vu comment Desnos, dans sa confession, identifiait en quelque sorte naufrage et extase sexuelle. Mais il y a aussi la question spécifique de la noyade. L'érotisation d'une noyée peut aujourd'hui nous surprendre ou nous choquer. Ce n'était pas le cas il y a un siècle. Pour m'expliquer, il me faut ouvrir une nouvelle parenthèse. En 1944, Louis Aragon publie l'un de ses plus grands romans, Aurélien. Il y revient de manière assez moqueuse sur les années de sa période surréaliste, plus ou moins les mêmes années d'ailleurs que celles de Robert Desnos. À plusieurs reprises, le roman évoque une image importante, le moulage d'un visage, le visage d'une jeune femme, un moulage que possède le personnage principal. Il finit par en expliquer l'origine à Bérénice. On trouve ce masque partout, chez les mouleurs, entre l'enfant à l'épine et Beethoven mort. C'est le visage d'une femme qui s'est noyée, moulée à la morgue. L'inconnue de la scène, comme on l'appelle. On ne sait rien d'elle. Une inconnue qui s'est jetée dans la Seine, une femme jeune. Elle a fermé les yeux sur son secret. Pourquoi a-t-elle fait ça? La faim, l'amour. On peut rêver ce qu'on veut.
Qu'est-ce qui a poussé le carabin de service, là, à côté, à la morgue, à prendre le moulage de cette noyée-là, et pas d'une autre? Il avait dû la trouver très belle, lui. Or, Aragon n'a nullement inventé cette histoire, très célèbre au début du XXe siècle, même si on a pu depuis en discuter l'authenticité. Le corps d'une jeune fille anonyme aurait été repêché dans la Seine, dans laquelle elle se serait jetée pour se suicider. Lorsque le corps de cette inconnue de la Seine se trouvait à la morgue, un moulage de son visage aurait alors été réalisé avant d'être reproduit à de très nombreux exemplaires. Car ce supposé masque mortuaire est vite devenu un véritable phénomène de mode, voire un idéal érotique pour toute une génération à travers l'Europe. La jeune femme fascine, suscite même le désir. Son expression sereine, le léger sourire par lequel elle semble accueillir la mort font alors rêver. Nous voyons ici des photographies de certains de ces moulages. Et aussi cette photographie que Man Ray réalisera en 1966 pour accompagner une réédition du roman d'Aragon. Une photographie dans laquelle il met en scène une reproduction du fameux masque. Certes, rien ne dit que Robert Desnos s'inspire précisément de cet épisode pour son poème qui évoque l'océan et non la Seine. Mais l'histoire confirme que le suicide, la noyade et le désir ne sont alors nullement incompatibles et se réunissent dans ce vers comme ils s'étaient réunis avec ce masque de l'inconnu de la Seine. En tout cas, ce beau corps de femme fait reculer les requins. Ici, c'est le beau corps de femme qui fait reculer les requins, comme si l'amour était enfin devenu plus fort que la mort, ou que, du moins, la puissance érotique mettait en échec les requins, ces forces menaçantes qui apparaissent comme une métamorphose des gardiens et des gendarmes des vers précédents. L'image désirable conjure donc la hantise de la répression. Oui, mais à quel prix? Le prix, c'est en un sens ce que nous rappellera le vers suivant. Ils montent à la surface, se mirer dans l'air. L'image peut tout d'abord apparaître amusante. Les requins regardent leur reflet, non dans l'eau, mais dans l'air. Desnos s'inscrit ici d'une certaine manière dans une très ancienne tradition, celle du monde inversé, ritualisé par le carnaval, mais qui a aussi donné lieu à une importante iconographie. Nous voyons ici une gravure du XVIIe siècle représentant le monde à rebours et illustrant ces deux vers. Quel plaisir de chasser au lièvre sur la mer et de voir les poissons voler dedans les airs. Plus tardive, cette gravure du début du XIXe siècle décline cette idée d'un monde renversé en plusieurs vignettes. Le cochon conduisant un homme, le bœuf conduisant la charrue, les chiens à table, l'homme ronge les os, etc. Puis on peut consulter de très nombreuses images d'Épinal qui reprennent cette idée tout au long du XIXe siècle. Je vous en présente quelques-unes. Le lièvre fait cuire l'homme à la broche et le cerf fait la cuisine. Comble de l'audace pour le monde très patriarcal du XIXe siècle, les hommes font la cuisine et les femmes boivent à leur santé. Et même dans un monde renversé au futur, les hommes apprendront à soigner les enfants.
les femmes feront les affaires et s'occuperont de politique. Les maris seront aux petits soins pour leurs femmes. Au bal, les messieurs attendront qu'on les invite à danser. On remarquera en passant que cet emploi du futur n'est pas sans rappeler celui des prophéties parodiques de Desnos. On enterrera gratuitement. Encore plus proche de l'esprit du poème de Desnos, mentionnons: le ciel est à la place de la terre, les hommes sont en cage, les animaux regardent, et de nombreuses allusions aux poissons. Les poissons pêchent les hommes à la ligne. Le poisson pêche l'homme. Et enfin, les poissons pêchent à la ligne et les hommes barbotent au fond de l'eau. On le voit, la tradition est ancienne et très féconde. Mais ici, ce que nous suggère cette image d'un reflet inversé est surtout l'idée d'un passage de l'autre côté du miroir. On pense naturellement à Alice, mais ici, l'autre côté du miroir, c'est bien le côté de la mort. Souvenons-nous du titre de la plaquette de Desnos. C'est les bottes de 7 lieues, cette phrase «Je me vois». Cette phrase, nous pouvons désormais la compléter en quelque sorte. Je me vois mort. Le lien entre mort et miroir est même très ancien. On le voit ici avec ces deux éléments du triptyque d'Hans Memling sur la vanité terrestre de la fin du XVe siècle. Mais il n'y a pas que le miroir qui permet de se voir, on peut aussi penser au motif du double, ainsi avec le très inquiétant dédoublement qui permet au personnage d'un film de Dreyer de se voir dans son propre cercueil. Le poème de Desnos, malgré sa fantaisie et sa légèreté apparente, est donc profondément macabre, même s'il s'achève avec 2 vers qu'on dirait pleins de gourmandise. Et n'ose pas mordre au sein délicieux. Que le dernier mot du poème, et le dernier vœu du condamné, soit pour les saints, ne peut nous étonner de la part d'un surréaliste, tant le mouvement aura célébré leur pouvoir d'attraction érotique. Il y a même là une image que l'on dira obsessionnelle, si l'on pense au court-métrage surréaliste de Luis Buñuel et Salvador Dali en 1929, Un chien andalou.
Oui, les saints obsèdent et s'imposent tout naturellement, comme la dernière image du poème. D'autant qu'il y a ce que le mot fait voir, mais il y a aussi ce que le mot fait entendre. Je rappelle que, en 1923, parmi les nombreux jeux sur le langage de Desnos, se trouvait cette réécriture joyeusement blasphématoire de la prière Notre Père qui êtes aux cieux, qui devenait, comme on le voit, Notre Père qui êtes aux yeux, que votre nom soit sanctifié, etc. Or, ici, le poème semble suggérer que le paradis que nous pouvons désirer, eh bien, ce ne sont pas les saints dans les cieux, mais bien les saints délicieux. Parvenus au terme de notre lecture, nous pouvons reprendre le tableau que nous avions commencé à remplir, divisé entre un ici et maintenant et un ailleurs et demain. En effet, les 7 derniers vers consacrés aux promesses de l'océan répondent exactement à la première partie du poème. À l'espace clos répond l'espace ouvert de l'océan, à l'érotisme trompeur répond le beau corps de femme, au bonheur aliénant est substituée une vie savoureuse, les forces répressives sont désormais tenues à distance. On devine la morale ironique ou joyeusement désespérée du poème. Que la vie sera belle quand enfin nous serons morts. Car la croix qui donnera sens à notre croisade, eh bien, ce ne saurait être que la croix qui se dressera sur notre tombe. J'aimerais à présent ajouter à ma lecture une sorte de post-scriptum, non sans me souvenir des paroles de Nadja. Ce qui me touche le plus, ce pourquoi je donnerais tout le reste, c'est le post-scriptum. Ce post-scriptum, ce sont les derniers mots de cette plaquette de 1926 qui l'écriront pour nous. Vous mettrez sur ma tombe une bouée de sauvetage, parce qu'on ne sait jamais. Nous retrouvons là cet humour noir que nous avons déjà commenté. Une nouvelle fois s'exprime cet espoir illusoire qui se dénonce lui-même, l'espoir qu'une vie nous attende après la tombe. L'espoir aussi que, si nous ne pouvons pas croire en un sauveur, nous puissions du moins croire en un sauvetage. Puis c'est encore l'imaginaire enfantin du naufrage qui insiste avec cette bouée. On pense aux images du vengeur, de la méduse. Enfin, c'est une nouvelle métamorphose très cinématographique qui se devine dans cette image, un nouveau jeu avec le motif du cercle, dont nous avions évoqué pour commencer l'importance dans le projet de scénario de Robert Desnos. Car la bouée de sauvetage, c'est évidemment une sorte de couronne funéraire, mais une couronne qui, au lieu de dire un adieu, promettrait un demain. Je n'ai pas tout à fait fini encore. Il y a une dizaine d'années, je m'étais promené dans le cimetière du Montparnasse. C'est là que se trouve la tombe de Man Ray, la tombe de Baudelaire, mais aussi la tombe de Robert Desnos que je voulais photographier. Sur sa tombe, il n'y avait pas de fleurs, mais quelqu'un y avait déposé une bouée de sauvetage. Bel hommage, bien sûr, à ce poète qui aura toujours rêvé de se perdre corps et biens, là-bas, dans l'océan. Lutin, il laissera sa peau. Goodbye, far away. Adieu, misère, adieu, bateau. Hurrah, au Mexico. Oh, oh, oh. Cette bouée, je ne sais toujours pas qui l'a déposée sur la tombe de Robert Desnos,
Mais cette bouée, je l'ai retrouvée dès la première page d'un livre publié en 2022. Enfin, nous l'avons trouvée. Je me rappelle encore le pâle sourire qui est passé sur ton visage à la vue de cette insolite bouée de sauvetage blanc et bleu posée sur la croix. Tu m'as demandé si j'en connaissais l'explication. Je ne la savais pas. Sans doute devait-elle surnager quelque part dans ses écrits. Ce livre a été écrit par Yann Verdeau et s'intitule Dans bien longtemps tu m'as aimé, des mots d'un poème de Robert Desnos. Car ce livre lui est consacré. Il ne s'agit pas vraiment d'une étude, mais plutôt d'une rêverie très émouvante sur la vie et l'œuvre de Robert Desnos. Et je ne peux que vous en conseiller la lecture si, comme je l'espère, vous avez envie d'en savoir plus sur ce merveilleux poète. Et je vous propose que cette vidéo s'achève comme elle a commencé, avec les mots de Jacques Prévert, qui se souvient. Robert, mais toutes sortes de gens. Il était lui-même toutes sortes de gens mélangés. Il était vivant. Voilà comment il était.